Et bonsoir à toutes et à tous dans ce live retour après cette panne magistrale de la semaine dernière qui m'a empêché du coup de faire complètement le live. Alors, ouais, donc du coup me revoilà enfin mon poste complètement reconfiguré du coup pour le son. Mais voilà, donc bienvenue dans ce live récap des actualités de la semaine, mais surtout des semaines passées. Parce que là, il y a 3 semaines quasiment de vide, enfin de vide, de non-live sur ce sujet. Donc bon, ouais, je vais attendre un peu pour voir s'il y a des gens qui arrivent, hein, mais voilà. Donc bon, petit récap du coup par rapport aux problèmes rencontrés en fait. Hein, j'ai eu un blackout de mes drivers son. Le temps de comprendre le pourquoi du comment, il a fallu le temps de réparer. Malheureusement, du coup, le fait de supprimer complètement mes paramètres, j'ai quasiment tout perdu. La musique est un peu forte, la musique est un peu forte, la musique est un peu forte. Alors, 2 secondes, 2 secondes. Hop, c'est bizarre que ça sort aussi fort. Ah, attends, mais il est où lui? Alors, bon, on va le réduire ici. Ouais, c'est mieux comme ça? Ah oui, il est sur une voie séparée, c'est pour ça que je peux me permettre normalement de le baisser. Bah du coup, dis-moi si c'est bon pour toi. Ah, c'est encore trop fort. Alors du coup, on va peut-être opter pour la solution de secours. Mais j'ai l'impression qu'il me le chope d'ailleurs en fait. Alors, il est où, il est où, il est où, il est où? Starbound, il est là. Bah, pourtant, normalement, il est censé être plus bas que ça. Ouais, c'est pas grave. Hein. Normalement. Alors. Ah ouais, mais j'ai baissé que le son pour moi en fait. Je suis couillon moi. Du coup, c'était qui? C'était où? C'était quoi? Bon, je corrigerai ça une prochaine fois, du coup, parce que là, je ne vois pas bien où ça pêche. Bon, je peux le baisser là, normalement. Mais de toute façon, la musique est terminée. Donc ça, je peux le remettre à niveau normal. Voilà. Bon, du coup, en tout cas... Ouais, mais je pense que j'ai juste baissé le retour son, en fait, mais pas le... mais pas le son diffusé sur le live. Parce que c'est géré séparément, mais ouais, c'est bizarre que ça... Ou c'est peut-être mon micro qui est un peu plus faible que d'habitude. Non, pourtant il est configuré comme d'hab. Alors, c'est très étrange. Bref, donc du coup là, effectivement, il me manque encore quelques petits paramètres. Donc là, normalement, ça c'est bon, ça c'est bon. Le retour son, il est là. Ça c'est le micro. Ok. Donc normalement, le son, là, il devrait être correct. Normalement, après, je peux remettre la musique de fond. Normalement, j'avais prévu ça. Voilà, normalement ça devrait être relativement faible. Si tu me dis que c'est trop fort, hésite pas. Mais normalement ça devrait aller. Le problème pour moi c'est peut-être un poil trop fort en fait. Hop, voilà. Dis-moi, voilà. Bref, en tout cas voilà, c'est pour ça. D'habitude c'était bien configuré, mais là il faut que je refasse tout mon petit calibrage. Voilà, faut tout recalibrer parce qu'effectivement j'ai quasiment tout perdu parce que j'ai dû reset mes drivers sont, mais j'ai aussi reset du coup VoiceMeter qui est comment dire, table de mixage virtuelle. Et donc du coup, bref. Alors, j'ai l'impression que ça va pas baisser, un peu fort, mais ça passe. Alors attends, ça normalement, je peux gérer. Donc normalement, là je peux passer, c'est la voix qui est ici, donc lui, non, je peux le passer à -10. Voilà, normalement toi, le retour son devrait être beaucoup plus bas. Là normalement, ça devrait être nickel. Alors, je vérifie. Ok, là on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Normalement c'est bon. N'hésite pas à dire si c'est clean ou pas. Bref, en tout cas, voilà, je pense qu'on va peut-être commencer le live du coup. Je sais pas combien qu'on est. Pour l'instant, on est 1.
Waouh. Bah, merci d'être là, 4013, hein, écoute, hein. Donc, bah, voilà, on va se faire un petit récap, du coup, d'actualité. Mais c'est pas gênant. Bah, le but, c'est que ce soit pas gênant, c'est juste ça accompagne un peu derrière. Après, normalement, en général, c'est vrai que je le mets peut-être plus à la moitié comme ça. Voilà. Donc là, normalement, il sera plus faible. Bref, du coup, on va commencer un peu le récap d'actualité. Ou juste peut-être avant, normalement j'ai peut-être un logo qui est en cours de conception chez mon ancien dessinateur préféré. Il m'avait fait mon ancien logo il y a 6 ans, je crois, à peu près. Enfin, 6 ans, non, peut-être pas, hein. Ah, quoique, hein, peut-être, hein, si, si, hein, mais bon. Et ça va peut-être avoir un nouveau logo incessamment sous peu, ce qui fait qu'à partir de là, je commencerai à faire mes shorts YouTube. Ouais, je tenterai hein, pour voir si ça peut donner des résultats de ce côté-là, puis faire venir un peu plus de monde sur le live. Euh, voilà. Donc, bref, on va commencer du coup le live sur les actualités récap. Hein, alors, du coup, faut que je passe sur le nav de mi-écran. Il l'a planté. Alors, décidément. Alors, il s'est trompé d'écran. Voilà, c'est mieux. Voilà. Ouais, décidément, c'est la panne aujourd'hui. Bref, voilà. Donc, du coup, c'est parti pour le petit récap d'actualité. Donc, du coup, bah, pour l'actualité la plus récente et la plus, on va dire, une des plus importantes, hein, voilà. Donc, Google met fin à Stadia et du coup rembourse aussi l'ensemble de ses utilisateurs de tous les achats qui ont pu être réalisés sur la plateforme. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens, parce que franchement, ça leur aurait vraiment foutu mal d'avoir fait une plateforme qui pour moi était déjà une aberration en soi à la base, hein, de vouloir créer en fait une console cloud à part. Hein. Donc en fait, il fallait racheter ces jeux pour pouvoir jouer sur Stadia, ce qui était une très 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 mauvaise idée de base. Clairement, ils auraient mis à disposition avec une passerelle avec Steam ou même Microsoft ou qui que ce soit, en fait, ça aurait été beaucoup mieux. Mais non, ils avaient opté pour vraiment créer en fait une console cloud avec des jeux à racheter. Et effectivement, ça n'a pas eu le succès espéré. Pourtant, a priori, la technologie était plutôt efficace. Hein. Elle a été quand même plutôt... ouais, ça marchait pas trop mal. Après, moi, je suis pas... Pour avoir testé les différents, j'ai testé quand même le GeForce Now. J'ai testé du coup, je crois que j'avais vite fait tester Stadia sur la période, le tout début là où ils avaient fait une phase d'essai. J'avais pas été particulièrement convaincu, mais globalement, je suis pas très convaincu par le stream, même avec comment dire, une bonne connexion. Parce qu'à l'époque, je l'avais testé, alors pas chez moi parce que j'avais pas la fibre encore, donc du coup c'était compliqué de tester. Moi, j'avais testé en fait sur la ligne fibre du taf, donc qui était un 50 mégas symétrique garanti. Donc du coup, normalement, c'est plutôt une fibre qui tournait pas trop mal. Et que même là, bah, je trouve pas que c'était très bien. Voilà, l'image était un peu pixelisée, alors ça laguait pas trop, mais il y avait quand même un peu de latence. Voilà, il fallait pas jouer, il fallait pas être exigeant en fait. Hein, voilà, c'est en gros, c'était des outils où il fallait pas être exigeant. Et bon, ouais, d'entrée de match, je suis pas très convaincu. Et effectivement, a priori, bah, même Google n'était pas convaincu au final pour le préserver. Parce que, bah voilà, donc pas eu le succès escompté. Donc, bref, en tout cas pour celles et ceux qui potentiellement avaient un compte Stadia, et bah du coup, ils vont couper les serveurs le 18 janvier, voilà, et normalement vous serez remboursé dans la foulée de l'ensemble des dépenses réalisées sur la plateforme.
Alors, c'est Shadow, le nom de la start-up française. Alors, start-up, oui, rachetée par OVH, hein, quand même. Donc, du coup, c'est OVH maintenant. Donc oui, effectivement, Shadow et la start-up était une start-up française qui avait pour objectif de mettre à disposition un ordinateur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Stadia était vraiment un outil de streaming interactif, du coup, et il était conçu comme tel. Shadow est un ordinateur en accès à distance. C'est que voilà, c'est de la virtualisation de machine. Donc en fait, on a vraiment une machine virtuelle accessible à distance avec la performance qui va avec. Donc on a vraiment un processeur, de la RAM, une carte graphique dédiée, etc. Donc on peut faire ce qu'on veut. On a Windows accessible à distance. Et du coup, ça permet de lancer plein de choses. Donc effectivement, je préfère ce concept de Shadow, qui du coup a un succès aussi assez relatif, hein, faut avouer, parce que ça nécessite quand même une bonne connexion. Et en même temps, bah, ça coûte relativement cher, hein, faut pas se le cacher quand même. Je trouve que c'était quand même des outils assez onéreux. Même GeForce Now, je crois qu'ils sont montés à autour des 30 euros, etc. Donc bon, c'est quand même l'équivalent de ton abonnement Internet, mais juste pour pouvoir jouer en ligne. Alors oui, effectivement, ça justifie, etc. Mais le problème, c'est que bah t'achètes quand même ton matériel à la maison. Donc bon, ça fait un peu... voilà, c'est à 30 balles par mois. Ouais, vaut mieux peut-être t'acheter une carte graphique plutôt que de prendre un abonnement. Au moins, quand t'as plus Internet, bah, tu peux toujours jouer. Voilà, c'est pour moi Shadow, clairement, c'est un peu, c'est trop cher en fait. C'est trop cher pour ce que c'est. Après, moi je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas s'embêter, qui sont en mobilité ou etc. et qu'effectivement ça se justifie. Mais je suis pas fan. Et a priori, beaucoup de monde a priori est dans ce cas aussi, de pas être trop fan de ces plateformes-là. Clairement, ouais, c'est un peu... parce que tout le monde s'y est lancé, hein, parce qu'au final Microsoft a un peu proposer une solution de ce genre. Il y a PlayStation hein, qui a fait la même chose. Et effectivement, tu as toujours la possibilité de jouer en stream, mais pas trop. C'est un peu. Bah après, on est de la vieille école, ouais, peut-être. Hein, mais d'un côté, bah, le problème, c'est que le stream a ses défauts. Hein, au même titre que n'importe quel stream. Du coup, tu deviens dépendant de la qualité de ta connexion, de la stabilité de ta connexion. Et du coup, tu ne fais que rajouter des intermédiaires dans les inputs du clavier et de la souris, qui fait que forcément, tu auras pas la même réactivité. C'est intrinsèque à cette technologie-là. Ouais, la réactivité sera pas là, sera pas au rendez-vous. Il y aura toujours une légère latence qui est, bon, je dirais pas imperceptible, parce que clairement, moi, si je l'aperçois, déjà, c'est que il y a, voilà, il y a de la marche, quoi. Parce que en général, je suis quand même pas très regardant sur la réactivité des périphériques, mais là, quand même, ça se ressent vraiment dans le jeu, voilà, puis dès qu'il y a une micro-coupure, un micro-lag, un truc qui télécharge au moment où tu joues, etc., bah voilà, ça lagouille, c'est pas agréable. Alors oui, alors une dernière génération, oui, tout à fait, ouais, plus ou moins, hein. Pour avoir testé avec GeForce Now, par exemple, et oui, ils te disent que tu as la dernière génération, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est 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 le ou équivalent et pas toujours équivalent. Voilà, et Shadow, ils promettent pas la dernière génération, ils promettent toujours une génération un peu en dessous parce que bah sinon ça coûterait trop cher en fait. Donc non non, même GeForce, c'était GeForce Now aussi qui proposait il disait il faisait de la haute définition. Bah, c'est pas vrai, hein. Bah, en fait, même si le flux pouvait monter en 4K, je crois, hein, on pouvait aller jusqu'en 4K, bah, le problème, en fait, c'est que il bridait complètement l'exécution de certains jeux. En fait, au même titre que GeForce, l'application, comment dire, merde, comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas GeForce Now, je sais plus comment s'appelle l'application de GeForce Gaming, enfin je sais plus trop comment il s'appelle, l'application qui permet de profiler les jeux et de préparamétrer en fait le jeu en fonction d'un profil idéal pour la machine.
Et effectivement, sur GeForce Now, par exemple, bah, en fait, Nvidia forçait le profil optimisé pour la machine. Donc du coup, en fait, tu avais une image dégueulasse, hyper pixelisée, même sur des jeux relativement anciens. Parce que moi, par exemple, j'avais testé avec Diablo 3 pour tester la réactivité en fait de la plateforme sur Hack and Slash du coup. Et ouais, bon, c'était relativement réactif, c'était pas trop mal la réactivité quand même. C'était pas le top du top, c'est-à-dire que je jouais plutôt des personnages où il n'y avait pas trop besoin de réfléchir et qu'il n'y avait pas trop de input à faire. Mais par contre, l'image était dégueulasse, quoi, hein. Voilà, le jeu était 10 fois mieux sur un PC moins bien, largement, quoi. Donc non, moi je pense que le streaming, en fait, n'a pas de... En soi, n'a pas d'avenir. Je pense pas que ça a de l'avenir. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas que le streaming du jeu vidéo a un intérêt. Parce que ça nécessite du calcul, parce que ça nécessite beaucoup ça nécessite pas mal de puissance, et que en streaming, bah, ça va te représenter tellement de puissance de calcul que bah, ça a aucun sens. Enfin, je pense, je trouve en tout cas. Et clairement, aujourd'hui, bah, ça me donne plutôt raison, hein, parce que depuis le début, hein, c'est ce que je pense des jeux en streaming. Clairement, c'est le cas. Ça marche pas. Parce qu'autant pour du streaming de séries, de films, YouTube, etc., ça marche super bien. Mais c'est pas du temps réel. Donc voilà, tant que c'est le fait de passer en temps réel qui devient compliqué. Voilà, la réactivité, c'est quand même pas évident, hein. Même sur des machines locales entre elles, etc., c'est jamais simple déjà de base. Donc là, avec la distance, la fibre, le serveur, la charge qui est autour du serveur, etc., je sais même pas, pour moi, c'est pas crédible. En fait, c'est vraiment pas des outils que je trouve crédibles au niveau utilisation quotidienne, quoi. Mais voilà. Bref, après cette longue aparté, Stadia, c'est fini. J'ai vraiment du mal à croire que Stadia soit la seule plateforme qui va fermer. Vraiment, je donne peu de chance à GeForce Now de continuer en ce sens. Il y aura peut-être PlayStation, et encore, même là, je pense que si les concurrents ferment, je pense qu'ils suivront assez rapidement. Et du coup, on n'entendra plus trop parler du streaming de jeux vidéo. Je pense que, clairement, je pense que l'offre telle que Microsoft le conçoit aujourd'hui avec le Game Pass, à mon avis, est une offre qui est bien plus pertinente, même si elle a ses défauts. Parce qu'aujourd'hui, Game Pass, quand ça me gêne un peu, parce qu'on se retrouve, le Game Pass de Microsoft a exactement les mêmes tares que Netflix ou Amazon Prime ou Disney+. C'est que en fait, ils n'ont aucune obligation de laisser le contenu et que du coup, ils peuvent supprimer les jeux quand ils veulent. Et voilà, c'est-à-dire que pourquoi ils le suppriment, tant c'est rien, mais en tout cas, ils peuvent le supprimer. Et effectivement, c'est un vrai défaut du Game Pass que je trouve, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui m'avaient donné envie de prendre le Game Pass et que j'avais hésité, qui aujourd'hui ne le sont plus disponibles sur la plateforme parce que bah, ils ont décidé de les virer. Et puis ça risque de multiplier, effectivement, 4013, ça risque de multiplier les abonnements, ce qui n'est pas une bonne chose, enfin pas une bonne chose, mais en soi, on va dire, ils auraient un catalogue forcé, enfin ils auraient une obligation de préserver les jeux disponibles, ça serait mieux, mais c'est pas le cas. Donc du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et on peut se retrouver dans des situations qui sont malheureusement très 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 connues déjà sur les plateformes de streaming vidéo, mais du coup, le Game Pass a la même tare. Bref, c'était la petite baffe en passant pour Microsoft. Voilà. Donc du coup, bref, passons à l'actualité suivante. Hop. Donc, on va parler un peu actualité un peu globale. Donc du coup, effectivement, par rapport voilà, à la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine, je ne commenterai pas spécifiquement ce sujet, mais effectivement, ça implique pas mal de conséquences pour la Russie. Parce qu'effectivement, les Américains, par l'intermédiaire de Microsoft, vont bloquer, ont même déjà bloqué les mises à jour, en fait, l'accès en fait aux différents serveurs de Microsoft, hein, et des services américains
sur le territoire russe. Donc voilà, j'aime bien quand on disait que ah non, Internet, ça a détruit les frontières, on ne pourra jamais remettre de frontières à Internet. Voilà. Donc bref, si, si, les frontières existent toujours, hein, voilà, et les nœuds de connexion, les interconnexions entre les différents pays existent toujours, et que du coup, si on bloque une interconnexion, eh ben, ça n'empêchera pas Internet de tomber quand même. Voilà. Bref, du coup, effectivement, la Russie se retrouve un peu coincée au niveau du réseau. Bon, je suis pas particulièrement inquiet pour eux non plus en soi, hein. NordVPN, non, 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 on parle pas de NordVPN ici, malheureusement, hein, voilà, on va pas parler de VPN à proprement dit, parce qu'a priori, même à ce niveau-là, il y a eu quelques restrictions. Mais effectivement, de toute façon, après, la politique russe aujourd'hui, au même titre que la politique chinoise sur les OS, hein, parce que là, c'est un peu l'occasion de ce genre d'actualité, c'est qu'effectivement, bah, il y a un passage à Linux. Linux revient, ouais, il faut une guerre pour que Linux retrouve de l'intérêt. Voilà, et c'est à l'image un peu du problème. C'est qu'effectivement, si tu veux avoir un système informatique indépendant, eh ben, il vaut mieux qu'il soit libre. Ça a des sacrés avantages quand même, le libre. À vrai dire, pour une petite anecdote, j'envisage quand même de passer une partie de mon PC sous Linux. Parce que vu que j'ai récupéré un serveur, j'ai mon ancien serveur qui peut me resservir, qui était mon ancien PC en fait, l'ancien serveur. Donc je me dis que potentiellement je pourrais le réutiliser pour me faire une belle machine sous Proxmox et du coup avec une machine virtuelle qui serait mon desktop. Voilà, bref, petit aparté. Mais du coup, effectivement, c'est entre guillemets une bonne chose pour Linux, même si du coup ça lui met une mauvaise pub, je trouve, d'être dans cette situation-là. Mais clairement, un OS indépendant n'est pas une mauvaise chose. Et qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des pays européens sont légèrement trop liés en fait aux GAFAM et à Microsoft en particulier. Particulièrement la France aussi, hein, où effectivement utiliser l'open source est compliqué. Et effectivement, il y a de très très forts lobbies qui interviennent dans cette histoire. Mais voilà. Bref, du coup, bon, déjà la Russie avait déjà commencé, hein, proprement dit, mais du coup, la Russie va renforcer du coup le fait de passer un système d'exploitation libre. Je crois qu'ils avaient déjà un OS spécial un peu maison, là, qui était un dérivé de Debian de mémoire. Voilà, après, les Chinois font pareil. Les Chinois aussi ont maintenant développé leur propre OS. Ils ont aussi leur propre Android maintenant, avec Harmony OS, développé par Huawei, qui du coup et en cours d'embargo par les Américains. Donc bon, voilà, on peut voir un peu une forme de ressemblance, même si on ne parle pas tout à fait du même genre de conflit. Clairement, l'embargo contre Huawei était surtout un embargo dû à un danger, on va dire, entre guillemets, de souveraineté nationale. Voilà, c'est la réalité de ça. C'est parce qu'en fait, Huawei, on le connaît tous par les smartphones, etc. Mais Huawei, c'était surtout un fabricant de matériel réseau et pas du matériel réseau de lambda. On est sur du matériel réseau d'infrastructure, de télécom, d'opérateurs, et qu'effectivement, bon, je pense qu'il y avait quelques portes dérobées dans le système. Sachant qu'en plus, les technologies 5G ne donnent pas le Covid, hein, voilà, on va arrêter les... Voilà, mais par contre, pouvaient poser pas mal de problèmes, parce qu'effectivement, la 5G étant un signal radio qui ressemble très fortement à des éco-radars, etc., en fait, un réseau 5G, on va dire, mal paramétré, avait possibilité de parasiter pas mal de moyens de communication, mais aussi de protection militaire. D'où la réaction des Américains de bloquer en fait complètement le déploiement de matériel Huawei sur le réseau américain.
parce que bah, ça leur convenait pas trop d'avoir un pays étranger qui du coup est quand même un ennemi économique en l'état actuel des choses, avoir la possibilité de venir te foutre la merde dans ton propre pays, dans ton réseau de communication, plus ton réseau de protection aérienne. Voilà. Bref, j'ai divagué sur sur la partie Huawei, mais en tout cas, voilà, la réalité est là. Donc, effectivement, aujourd'hui, bah, pour faire un frein, on va dire, technologique aux Russes, on leur bloque les mises à jour Windows. Bon, on verra bien si ça a un réel impact, parce qu'à l'état actuel des choses, je pense pas que ça aura un impact significatif sur les Russes en l'état actuel des choses. Ils étaient pas réputés pour être particulièrement, comment dire, on va dire, dépendants des mises à jour Windows. Bien au contraire, je pense qu'ils pourront largement se débrouiller sans. Donc, voilà, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à force on va dire, ce qui me fait rire dans cette actualité, c'est vraiment voilà, l'ensemble des éléments qui s'y rattachent. Le fait que voilà, pendant très longtemps, on nous expliquait que Internet est international. On ne pourra jamais bloquer les choses. Ce n'est pas possible. Bah, voilà. Mais si, on peut. Bref. Donc du coup, voilà, c'est ces petites histoires des Russes. Et du coup, on va passer à une actualité un peu plus joyeuse. Thor passe toujours. Alors, Thor, le dieu de la foudre, ou Thor, le réseau Thor? Parce que le réseau Thor, on va en parler après, tu vois. J'ai une petite actualité concernant ce sujet qui va remettre légèrement en question certains points. Voilà, donc ça va être intéressant parce que je n'en avais pas trop entendu parler. Il a fallu ma petite recheck d'actualité pour repérer cette news. Donc voilà, je te garde la question du réseau Tor à une actualité d'après. Bref, passons à une actualité un peu plus joyeuse. Non, c'est pas celle-là, du coup, je me suis trompé. C'est encore une autre après. Bon, là, c'est pas trop joyeux non plus, du coup, hein, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Je sais plus si j'en avais parlé dans le live précédent ou pas. Bref, donc Intel abandonne ses GPU après à peine un an de développement. Mais dit comme ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit en fait. Donc, je pense on va pas traîner trop là-dessus. Donc, effectivement, voilà, une énième fois, Intel abandonne le concept parce qu'effectivement, bah, la concurrence de Nvidia et d'AMD sur ce marché est quand même très forte et très féroce. Et qu'effectivement, Intel, bah voilà, c'est un marché qu'il connaît pas et qu'effectivement, c'est plus compliqué de développer des produits dans un secteur qui est déjà très fortement concurrentiel. Donc du coup, je pense qu'ils vont se contenter de leur carte graphique intégrée, qui fait bien son office hein, pour le minimum, mais voilà. Non, c'était pas CPU, c'était GPU quand même. Non, non, je pense que j'en ai déjà parlé du coup. Donc bref, voilà, en tout cas, voilà, c'était l'actualité qui était passée il y a quelques temps. Mais du coup, effectivement, il disait qu'en gros, le retour des performances n'est pas top, mais d'un côté, c'est un produit qui vient de sortir, donc forcément que les performances sont pas top. Mais bref, voilà. Donc du coup, passons cette actualité rapidement. Et du coup, on va refaire notre petite arlésienne de mes lives. Voilà, on va quand même parler d'OVH de façon indirecte. Donc c'est la plateforme Ubique hein, qui était gérée par OVH est définitivement fermée et remplacée par Shadow Power, qui du coup sera rattaché au service Shadow, racheté par le patron de OVH. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, donc du coup, voilà. Shadow se complète avec un système de stockage. Pourquoi pas? Bon, destiné aux entreprises a priori, parce que 45 euros, ça fait beaucoup. Même s'ils fournissent un xCloud, etc., ça fait quand même vachement cher pour un truc que tu peux avoir en open source comme Nextcloud. Donc bon,
Ouais, voilà, comme d'habitude, hein, OVH, hein, voilà, c'est chelou. Voilà, je trouve ce choix assez étrange, mais pourquoi pas, voilà. Donc on va pas trop tarder non plus sur ce sujet. J'ai déjà largement dit des choses sur OVH. Zadieniel, non, lui, il a que... Non, 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 pas sur Shadow. Shadow, c'est bien... Euh, Cléba. Ah, purée, c'est un trou de mémoire. Alors, patron OVH. Comment il s'appelle déjà? Octave Klaba. Ouais, bah, j'étais pas loin, Klaba. Voilà, donc c'était Octave Klaba qui, du coup, aujourd'hui est propriétaire de Shadow. Parce que c'est ça, hein, je crois que c'est Octave Klaba. Et hop, Shadow, sauf erreur de ma part. Voilà, donc c'est ça, ouais. C'est bien lui qui a repris, mais il a pris cette activité en propre, hein. Donc c'est pas directement rattaché à OVH. Je pense que OVH est un prestataire de Shadow, mais ça reste une entité indépendante. Voilà. Bref, du coup, bon, on verra bien si ça tient le choc. C'est la énième plateforme de stockage. Voilà, ils arrivent largement après la guerre. En réinventant rien du tout, il n'y a aucune innovation particulière, aucun apport par rapport à d'autres plateformes. Voilà. Du OVH tout craché. Voilà, c'est... Ouais, ouais, je ne comprends pas OVH. Voilà, bref. Donc du coup, passons à l'activité suivante. On a parlé OVH, on va donc parler astronomie, forcément. Donc du coup, oui, il avait perdu, ouais, mais ça date d'il y a quelque temps, ouais, effectivement. Effectivement, Xavier Niel s'était intéressé, après, effectivement, il avait pas tenu très longtemps le concept. Bref, du coup, pour la partie espace, astronomie, du coup, Artemis 1. Donc l'actualité est un peu ancienne, hein, ça a un peu changé depuis. Donc effectivement, ils ont réussi enfin à gérer le remplissage d'hydrogène liquide, parce qu'ils avaient eu un problème de fuite sur la fusée, ce qui avait reporté plusieurs fois du coup le vol. Et malheureusement, c'était prévu qu'elle décolle le 27. Malheureusement, une tempête est arrivée au moment où elle devait décoller. Enfin, au moment. Voilà, ils ont vu venir la tempête quand même avant, hein, ils n'ont pas attendu qu'elle soit dessus. Mais du coup, ils ont dû reporter une énième fois encore le décollage. Et du coup, cette fois-ci, malheureusement, ils peuvent pas laisser une fusée dehors comme ça à subir la météo, hein. C'est quand même de la très haute technologie, une fusée, hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais quand même. Mais du coup, ils sont obligés de la ramener, en fait, dans le dock de montage pour faire une révision en fait de l'ensemble pour ensuite la remettre sur le pas de tir et a priori du coup le décollage est pour l'instant prévu en novembre. Je sais pas, il n'y a pas encore de date précise. Mais voilà, donc malheureusement, Artemis 1 ne partira pas encore, hein. Voilà, les Américains prennent un peu de retard, hein, malheureusement. Bon, après, effectivement, c'est plutôt une bonne chose des divers échos que j'avais pu trouver sur YouTube à ce sujet. Quelques sources, hein, qui existent sur le sujet. Et globalement, a priori, on est quand même dans une fusée qui a quand même des contraintes de sécurité bien plus élevées en fait que les fusées précédentes. En tout cas, par rapport à la Saturne V en particulier, hein, où effectivement c'était légèrement différent les protocoles de sécurité, hein, par rapport à l'époque. On va dire que là, ils essayent d'éviter de jouer avec la vie des astronautes. Ils veulent absolument qu'ils partent et qu'ils arrivent à bon port. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, les technologies permettent de fiabiliser beaucoup mieux, mais ce qui fait que effectivement, il faut aussi tester beaucoup plus. Donc, c'est peut-être on va dire, reculer pour mieux sauter. Donc, on verra bien au mois de novembre. Voilà, c'était la petite actu
Astronomie. Bref, enfin, passons à une actualité plus joyeuse. Enfin, donc on va parler ADN. Et effectivement, j'avais lu ça il y a très longtemps, je crois. Il y avait, je crois, ça doit faire 6 ans, 8 ans, je crois. J'avais lu une actu comme quoi, effectivement, l'ADN, la recherche sur l'ADN était en cours pour transposer les mécaniques de l'ADN dans le stockage de données. Donc on avait eu comment dire, des articles un peu à sensation qui t'expliquaient qu'en gros le sperme était un transfert de 500 terabits de données. Voilà, c'était voilà, le petit article sensation qu'on avait eu, je crois, ouais, je pense 8 ans, un truc comme ça. Donc, mais voilà, c'est en dehors des petites blagounettes sur le sperme, hein, du coup. Je sais même pas si c'est un mot qui est autorisé sur Twitch. Voilà, je verrai bien si je me fais toper pour un mot impropre sur la plateforme de Twitch. Donc, bref, ils ont fait ils ont pas mal évolué au niveau de la technologie. Elle commence a priori à se fiabiliser. Et donc, ils sont en train de concevoir du coup des disques durs sur base d'ADN. Et qu'effectivement, on est sur un taux qui est quand même plutôt pas mal, hein. Donc, alors c'est pas très clair, parce que l'article là que j'ai retrouvé est pas très 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 bien écrit, parce que du coup, j'ai du mal à savoir ce que c'est le EB. Mais du coup, on serait sur 455 hexabits, peut-être. Voilà, donc je sais pas trop par gramme. Là où, effectivement, un disque dur de 20 Tera moderne n'est capable que de 0,027 teraoctets par gramme. Alors du coup, c'est un peu bizarre de ne pas utiliser les mêmes unités. Mais du coup, effectivement, petit à petit, ils ont l'air de s'y rapprocher. Bon, comme vous pouvez le voir sur la photo, le disque dur est légèrement plus gros que d'habitude. On a l'impression de retrouver les premiers ordinateurs des années 30-40, là, je crois. Bah ouais, j'exagère peut-être, non, des années 60 plutôt. Voilà, où tu avais vraiment les énormes salles gigantesques d'ordinateurs. Voilà, donc voilà, on sent qu'on est dans les débuts de cette technologie. Mais quand même, on est sur une potentielle révolution dans le stockage. Parce que comme ils le disent dans l'article, effectivement, on serait sur une transition qui serait gigantesque. Parce que si on prenait 1 mètre cube de volume de stockage, donc, qui aujourd'hui avec les disques durs classiques, enfin, si on prend l'article, donc pour 1 mètre cube de stockage classique, on serait à 30 millions de gigaoctets. Bon, c'est 1 mètre cube, hein, donc c'est quand même... voilà, si votre système de stockage fait cette taille-là, c'est quand même un gros disque dur, hein, quand même. Voilà, mais en comparaison, du coup, un stockage en ADN, on serait à 600 milliards de gigaoctets. Donc 30 millions, 600 milliards. Voilà, on est quand même sur une légère progression du stockage. Et qu'effectivement, on pourrait avoir un niveau voilà, c'est une conception du stockage qui serait révolutionnaire. On passerait, voilà, en plus, on va dire dans la transition avec le quantique, etc., qui permettrait en fait une vitesse de traitement qui est bien, bien au-delà. Mais effectivement, si en face on arrive à avoir des systèmes de stockage qui vont beaucoup plus loin, là, par contre, ça serait une vraie révolution dans le système de stockage. Les data centers seraient beaucoup moins volumineux et auraient besoin de beaucoup moins de stockage. Donc, voilà, il y aurait vraiment... ça serait une vraie révolution, clairement. Donc, qui est peut-être en préparation, parce que pour l'instant, on est encore dans la phase de conception, mais voilà. On est quand même sur un concept qui est assez incroyable. Et donc, comme ils disent sur la source, hein, on est sur quelque chose où quasiment, comme ils montrent là, la petite bulle là voilà, ça pourrait contenir en fait l'équivalent de Wikipédia. Voilà, sur une pseudo clé USB là d'ADN. Donc voilà, ça serait quand même assez incroyable. Ah ça malheureusement, voilà, ils en ont pas trop parlé. Pour l'instant, on est clairement sur de la communication pour des appels de fonds, hein, il faut être honnête.
Après, manipuler l'ADN, les scientifiques évoluent quand même énormément là-dessus. On a de vraies évolutions et des vraies possibilités de réencodage d'ADN. On maîtrise en tout cas de mieux en mieux ces techniques. Donc là, on est à mi-chemin entre la tech et la biologie, en fait, hein. On est vraiment sur... ouais, c'est des univers qui commencent à se toucher un peu, parce qu'on parle de neurones, on parle de structure neuronale pour les ordinateurs, les systèmes quantiques, etc. Même si, clairement, les IA, faut arrêter, voilà. Mais clairement, on a... aujourd'hui, ils essayent de se rapprocher de plus en plus du fonctionnement ouais, biologique de l'ADN, etc., des neurones. Donc clairement, on est sur une voilà, on commence à avoir des recherches qui avancent pas mal et qui potentiellement pourraient être des vraies révolutions. Et là, en particulier dans le stockage. Donc on aurait peut-être d'ici une dizaine, vingtaine d'années, on pourra peut-être vivre la révolution du quantique et du stockage par l'ADN. Ce qui, voilà, on aura vécu des révolutions. On aura découvert, on aura eu Internet, quasiment les ordinateurs, parce que bon, ça venait à peine de se démocratiser, donc on a eu la première, quasiment la première révolution des micro-ordinateurs chez les particuliers, Internet, voilà, les réseaux sociaux, tout ça, voilà. Et peut-être l'ordinateur quantique. Bon, on a eu le cloud, maintenant l'ordinateur quantique, stockage ADN. Quelle autre révolution on pourrait avoir? La singularité technologique et l'immortalité, oui, 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 on peut aller jusque-là, hein, effectivement. Si on peut faire un stockage par ADN, peut-être qu'on pourrait stocker la forme du cerveau, parce qu'on sait que c'est les interconnexions du cerveau qui font ce qu'on est dans le comportement, etc. C'est la façon dont est câblé le cerveau, parce qu'on est tous composés d'à peu près la même chose, à peu près. Et du coup, c'est la façon dont c'est câblé qui importe. Et du coup, si on commence à avoir des systèmes de stockage qui peuvent stocker des quantités quasi infinies de données, effectivement, à partir de là, on peut toujours envisager qu'on puisse prendre l'empreinte du cerveau de la personne pour en fait la copier dans un système. Oui, effectivement, c'est toujours une hypothèse possible en soi. Bon, après, pour l'instant, ça reste très fumeux, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie révolution. Voilà, c'est une actualité positive pour une fois. Enfin, parce que c'est pas évident toujours de trouver des actualités positives. Donc du coup, sans transition, le remplacement du travail par les IA. Ouais, ouais, ça par contre, je sais pas trop. Voilà, je suis toujours relatif sur les IA pour moult raisons. Parce que remplacer le travail par des IA, et est-ce qu'une IA, voilà, sur le même titre que beaucoup de systèmes mécaniques, bon, est-ce que c'est une bonne chose de remplacer l'humain par de l'IA? Je ne sais pas. On va dire là, on risque de finir à minuit, 3 heures du matin ce débat. Ça va être très compliqué. Mais à la limite, on pourrait toujours discuter, on pourrait faire un live débat, hein, peut-être, hein, c'est peut-être l'occasion d'en discuter. Ça pourrait être intéressant. Ou se plonger dans des mondes à 5 dimensions. Alors ça, c'est pas tout à fait encore de la science-fiction, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a Neuralink, qui du coup, bon, j'ai pas pris cette actualité-là, parce que j'ai pas eu le temps de la vérifier, mais effectivement, Neuralink de Elon Musk, du coup, a pour objectif quand même de créer une vraie interaction homme-machine via des neurones, enfin des électrodes insérées dans le cerveau, et qui du coup, potentiellement, permettrait de communiquer avec les machines et donc de transmettre des informations dans les deux sens. Donc à voir. Est-ce que à ce moment-là, il pourrait pas transmettre des images, transmettre des choses, etc. au cerveau? Ça, effectivement, on verra bien si c'est possible ou pas.
Pour l'instant, effectivement, là, il y a eu un petit, voilà, c'est ça que je disais en fait, le petit scandale. A priori, il y a une actualité qui est tombée là aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de la vérifier. Qui, du coup, a priori, ils auraient quand même pas mal charcuté de singes pour faire les tests et a priori, c'est pas joli joli. Donc, effectivement, là, a priori, il y a les associations de défense des animaux qui leur tombent dessus. À vérifier parce que clairement, c'est pas toujours simple de savoir si c'est valide ou pas, de quelle source c'est. Voilà. Bref, pour l'instant, on sait pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Neuralink a quand même cet objectif-là de pouvoir aller communiquer avec le cerveau et en direct. Pas sans passer par des électrodes extérieures, mais vraiment directement implantées dans le cerveau. Voilà. Donc on verra bien. L'avenir est plein de, enfin, c'est plein de surprises. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, du coup, on aura des disques durs avec de l'ADN, des électrodes dans le cerveau et des ordinateurs quantiques. Voilà, c'est l'avenir. Alors, du coup, on risque de se manger un gros retour d'eugénisme aussi. Bah, c'est si tu connais Star Trek, c'est tout le lore, tout le background de Star Trek. La Troisième Guerre mondiale, comment dire, les guerres eugéniques, où en fait, des humains ont été, en fait, on a créé des humains génétiquement modifiés qui étaient du coup améliorés en tout, mais qui du coup étaient excessifs en tout, et donc ont provoqué une guerre eugénique qui a, comment dire, tué énormément de monde, et que c'est ça qui est un peu le déclenchement en fait de la création de la fédération, qui est vraiment le déclenchement en fait, enfin pas tout à fait encore, hein, c'est le fait d'avoir fait le voyage supraliminique qui du coup a fait que les Vulcains sont venus sur Terre, et c'est ça qui a fait que l'humain est complètement passé dans le pacifisme. Voilà, c'est ça l'histoire de le lore de Star Trek, et que du coup effectivement oh, c'est incroyable, on a l'impression d'être dedans, quoi. C'est Star Trek en vrai. Bon, par contre, ça sous-entendrait qu'effectivement, on ait une troisième guerre mondiale, nucléaire, etc. Donc, bon, bon, c'est pas très joyeux quand même, hein, comme contexte, hein, mais d'après le lore de Star Trek, normalement, c'est dans pas très longtemps. C'était rattaché à ça, sauf erreur de ma part, hein. Alors, normalement, c'est ça, hein, j'ai vérifié quand même. Alors, Star Trek. Normalement, c'est un Troisième guerre mondiale de Star Trek, c'est en 2051, sauf erreur, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, a priori... Ah non, autant pour moi. Rectification, c'était pas... Voilà, la Troisième Guerre mondiale débutera en 2026. Des visionnaires Star Trek. Bref, donc voilà, on verra bien hein, ce que ça va donner, hein. Donc voilà, donc a priori, les présages de l'avenir d'après Star Trek, c'est que du coup on aura la Troisième Guerre mondiale en 2026 et la guerre fera 600 millions de morts. Voilà. Donc du coup, voilà. C'est ça le lore qu'on a. Voilà. Donc on verra bien, hein. On verra bien. Bref, on va essayer. Voilà. Tu t'as réussi à me faire dériver sur du négatif, hein, tu vois, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, du coup, on va passer à l'actualité suivante alors, après ces petits délires de Star Trek, de Trekkies. On va passer donc sur une autre actualité. Donc Iliad, donc avec Xavier Niel, hein, voilà, on en parlait tout à l'heure, va créer donc une nouvelle solution de paiement qui va révolutionner le marché du paiement en ligne. En proposant une offre qui devrait casser la concurrence, parce qu'effectivement, pour avoir déjà cherché les solutions de paiement, ça coûte un bras, mais un bras, c'est incroyable.
C'est vraiment de l'arnaque, alors que ça leur coûte rien quasiment au niveau structurel. C'est incroyable. Mais du coup, ça coûte quand même un bras. Et donc, effectivement, Xavier Niel veut refaire un coup sur le marché, hein. Voilà, il a trouvé un nouveau marché à détruire pour resetter un peu le marché. Après la téléphonie, maintenant, il veut révolutionner les moyens de paiement. Et donc, effectivement, donc ça peut s'appeler Stancer Pay. Et effectivement, normalement, on sera sur un coût qui sera beaucoup plus bas. Donc, il ferait une économie d'environ 50%. Donc, après, ouais, 2 à 3 fois moins cher que la concurrence. Voilà, c'est le but, voilà, c'est de casser les prix du paiement en ligne ou du paiement tout court, en fait, hein. Donc, on peut dire merci à Xavier Niel, hein, si ça marche, hein. Franchement, ça aidera beaucoup de monde quand même, parce que je trouve que c'est quand même vachement abusif, hein, quand même, les transactions. Le coût des transactions est abusif. Abusif. C'est même PayPal, hein, faut se rendre compte que PayPal, quand même si c'est vachement pratique, c'est vachement cher, hein, en fait, hein. Ça coûte un bras les transactions PayPal. Donc, euh, donc bref, on verra bien, mais clairement, je pense que ça peut être une très bonne chose, l'arrivée d'un nouvel acteur qui viendrait bousculer. C'est combien Stancer ou c'est combien PayPal? Parce que là, du coup, alors les détails sur les frais, voilà, hop. Donc la solution à petit prix, Stancer, tarif, on y est déjà, délai, tac, 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 carte bancaire. Donc là, eux, ils prennent une commission variable de 0,7%. Et hors UE, donc on serait à 2,5%. Donc commission fixe de 0,07, etc. Donc ça, c'est le prix de Stancer. Et effectivement, PayPal, on est sur quelque chose de beaucoup plus cher, hein, clairement. Je crois que de mémoire, on est autour des 7%, hein, on n'est pas à 0,7. Tarif. Tarif frais pour les marchands. Hop, donc là, tac, tac, tac. Aucun frais. Ouais, non, ça c'est pour le service, mais après, du coup, tu payes à la transaction. Envoi de transaction personnelle. Donc, transaction personnelle, on est déjà à 5%. Et un frais minimum s'élevant à 2 euros. Après, il y a le taux de conversion. Donc, ils se prennent 3% sur les taux de change. Et alors ça, c'est les tarifs pour les particuliers. Alors, mais du coup, les tarifs pour les marchands. Marchands? Ah, c'est là. Hop, allons voir le tarif des marchands. Donc, les tarifs des marchands. Alors. Donc, tarification standard pour la réception de transactions nationales. Donc, la réception, hein, on parle bien. Donc, là, on parle du taux de réception. Ensuite, là, on est sur les frais supplémentaires pour les destinataires de transactions commerciales. Donc là, c'est les frais additionnels de 1,29. Donc voilà, déjà, on est sur un taux qui est autour des tous les autres marchés. En parlant de pourcentage de frais supplémentaires sur les transactions commerciales internationales. D'accord. Bon, comme vous voyez, c'est pas très clair, hein, déjà. Mais normalement, il y avait un taux qui était assez élevé quand même. Parce que là, toutes les autres transactions à 10 euros, paiement approvisionné par carte provenant d'un utilisateur. D'accord. Ah, il y a des frais pour les autres moyens. Transaction nationale, donc c'est 1,20% plus commission fixe. Donc les commissions fixes. Donc les commissions fixes en France, devise, euro, on est à 0,35 plus 1,20%. Voilà. Et encore, je pense que c'est pas le détail. Donc c'est entre 1,20% et du coup on a... merde, il est passé où lui? Lui, et qui est à 0,7. Bon, c'est pas énorme comme différence, mais quand même. Mais... Et donc, gratuit pour les transactions inférieures à 7%, ce qui est une très bonne chose. Salut Crucui, bienvenue dans ce live. Et du coup, effectivement, les coûts sont quand même vachement plus faibles. Donc voilà.
On verra bien, mais clairement, moi, je trouve ça quand même intéressant. Après, on verra bien ce que ça donne, hein. Par contre, les prélèvements CEPA, on est à 0,4. C'est vraiment bas, hein. Mais bon, bref, en tout cas, le but, c'était pas de vous vendre Stencer. Mais en tout cas, c'est clairement, il y a une petite révolution là. C'est quand même le but, c'est d'aller titiller un marché qui est légèrement excessif des transactions bancaires pour les plateformes en ligne. Donc, ça pourrait être une bonne chose. Voilà, voilà. Donc, du coup, passons à l'actualité suivante. On va parler un peu TikTok. Donc, ça y est, TikTok déploie le bouton dislike. Il va être un peu de temps. Parce qu'effectivement, TikTok devient une plateforme, je dirais, plus que gigantesque. On est sur là aussi, une révolution, on va dire. On va dire, c'est assez incroyable. L'évolution et comment dire, le nombre d'utilisateurs et le taux d'utilisation aussi de la plateforme. Voilà, TikTok, c'est devenu une vraie gigantesque plateforme qui a priori, au niveau des stats, a quasiment dépassé YouTube. Donc, on est vraiment sur un système, on va dire, on va dire un mastodonte de la tech, mais qui finalement est quand même à ses débuts. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors, on va dire pour un temps, j'ai même hésité en fait à aller sur TikTok, hein, donc même les shorts, etc. Je reste aujourd'hui en. J'hésite. J'hésite à passer dessus parce qu'effectivement c'est une plateforme qui a vraiment le vent en poupe, qui a un vrai public et que il y a potentiellement un intérêt d'y aller parce que bah, effectivement les jeunes, on va parler comme les vieux, les jeunes utilisent beaucoup cette plateforme et l'utilisent aussi comme source d'information. Alors j'ai pas mis l'actualité parce que bon bah, c'est pas trop le thème de l'émission, mais effectivement TikTok aujourd'hui est considéré comme une source d'actualité pour les jeunes, plus que les autres plateformes habituelles. Donc voilà, c'est d'où l'importance d'avoir un dislike, parce que c'est difficile de pouvoir éliminer en fait des fausses informations ou des trucs qui sont faux sans pouvoir disliker le contenu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça va peut-être permettre de limiter certains abus de certains créateurs sur la plateforme, parce qu'il y a énormément d'abus, il faut avouer. Sur YouTube aussi, il faut avouer aussi. Donc bref, c'est pas, je ne lance pas la pierre à TikTok, mais du coup, effectivement, je pense que c'est une plateforme qui est plus qu'à surveiller, qui risque de devenir en fait quasiment essentielle pour une partie des créateurs. Après, c'est à voir, hein, parce qu'il faut quand même adhérer au concept. Les shorts, c'est quelque chose de assez complexe à faire. On va dire, plus le contenu est court, plus il est difficile à réaliser. Voilà, parce qu'il faut réussir à maintenir l'attention sur un élément très très court. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment loin d'être simple. Donc du coup, on verra bien. Alors du coup, tu me dis, j'ai jamais installé. Les shorts de YouTube sont censés copier ça, mais j'aime pas du tout. Bah ouais, c'est vrai que les shorts, c'est pas top. C'est pas. Ouais, Bah, à vrai dire, pour être honnête, les shorts, pour moi, je les classe dans la même catégorie que les lives. Là, je fais des lives parce que j'aime bien les faire, mais je n'aime pas les regarder. Je, je me fais chier sur un live. Je comprends pas l'intérêt des lives, en fait. La plupart des lives ne m'intéressent pas parce que bah, c'est chiant, en fait. Ça met 10 ans à se mettre en place. Clairement, je suis habitué à du contenu cuté et qu'effectivement, bah, c'est chiant en live. Voilà, je suis désolé, hein. Pourtant, j'en fais, et je sais que mon contenu, moi, quand je regarde mes lives, enfin, je regarde pas ça tout le temps, toute raison gardée. Je regarde juste pour être sûr que le contenu, voilà, que le son est correct, ce genre de choses. Mais je me fais chier en fait à regarder mon contenu. Bon, déjà, je sais de quoi je parle, mais je l'ai fait, donc je sais de quoi on a parlé. Mais du coup, j'ai du mal à capter le plus. Voilà, en regardant d'autres replays de live, bah, alors je dis pas que je suis au même niveau, mais globalement, j'ai la même problématique sur d'autres contenus qui, pour moi, je trouve que le format live est chelou. Mais bref.
C'est comme quoi, hein, c'est... Voilà, on va dire que j'aime bien les faire. Voilà, ça m'éclate. Mais en même temps, bah, j'ai pas envie de passer du temps à regarder des lives, en fait. Mais bref, voilà, c'est c'est comme ça. Hein, c'est ça. On peut aimer faire, mais pas forcément être spectateur, ce qui est... voilà, c'est comme ça. Du coup, bref, les shorts, on verra bien. Mais des fois, ça peut être intéressant, mais j'avoue que effectivement, quand je pense vidéo courte, je pense pas forcément à YouTube, donc les shorts de YouTube. Clairement, je vois pas. Mais du coup, voilà. Bah, j'espère en tout cas. Bah, si, alors, je sais pas de quel format tu parles. Moi, le live, je sais pas si tu es d'accord avec moi pour les lives. Du coup, c'est d'autant, je te remercie d'autant plus de suivre les lives. Du coup, mais et clairement, voilà, j'espère que c'est intéressant ce que je fais. Voilà. Mais clairement, c'est un format que je sais pas trop. Mais voilà. Mais j'aime bien les faire, donc j'en profite. Bref, du coup, les dislikes apparaissent sur TikTok. On va espérer que ça va permettre de plus modérer, du coup, auto-modérer finalement les contenus sur la plateforme. Parce qu'effectivement, il y a à boire et à manger. Et que vu que ça devient une plateforme de référence pour une partie des gens, des jeunes en particulier, bah effectivement, c'est pas inintéressant de pouvoir donner un retour qui est sur les contenus, quoi, que juste les passer. Parce que bon, après, moi, j'utilise étrangement TikTok. Effectivement, je suis sur TikTok. Enfin, je regarde TikTok. Voilà, des fois là comme ça, enfin, c'est difficile de passer en dessous de la demi-heure, mais parce que en général, c'est assez absorbant. L'algorithme pour trouver les contenus qui t'intéressent est assez efficace, c'est un grand mot. Je dirais que en fait, vu le mécanisme de l'application, c'est vrai que tu passes souvent les vidéos et que bah, du coup, vu que tu switches très rapidement, bah, tu tombes forcément à un moment donné sur un truc qui t'intéresse. Donc, bref. Bah, aujourd'hui, effectivement, je suis consommateur de TikTok. Donc, mais clairement, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant pour TikTok. Parce que en fait, là aujourd'hui, bah, moi par exemple, TikTok, je l'utilise sans son. Parce que là, en général, les musiques me gavent sur ce genre de plateforme. Donc en fait, je mets pas le son. Donc je regarde les trucs comme ça. Et c'est si la vidéo m'intéresse, potentiellement je mets le son. Et encore, quasiment systématiquement, je le mets pas. Donc du coup, moi, je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre. Ou sinon, il faudrait que je fasse des sous-titres et des trucs comme ça. Mais c'est casse-couille en fait. Donc c'est chiant à faire. Et j'ai pas envie de faire des sous-titres sur mes vidéos. Donc, ouais, clairement, TikTok, je sais pas. On verra bien. Mais clairement, pour l'instant, je vais me contenter de refaire des découpes de vidéos et potentiellement utiliser les shorts de YouTube. Parce qu'a priori, utiliser les shorts, c'est plutôt une bonne chose pour être mieux référencé sur YouTube. Donc on verra bien ce que ça donne. Bref, après cette petite digression sur l'univers des vidéos courtes, on va passer du coup à l'actualité suivante. McDo s'est fait pirater. Voilà, c'est plus ou moins officiel. Il n'y a pas encore eu les rapports des organismes de contrôle qui est sorti. Mais effectivement, il y a eu un piratage assez important. Ils ont perdu à peu près, je crois, 3 millions. Pardon. Petit bâillement. Donc ils ont perdu quelques millions de données de personnel d'utilisateurs. Attendez, j'ai du mal à retrouver la ligne. Où est-ce qu'ils en ont parlé? Plop, 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 plop. Bon, je l'ai peut-être inventé, du coup, les 3 millions. Bon, en tout cas, quelques millions. Voilà, on va dire.
Donc a priori, ils se sont fait siphonner un peu les bases de données, mais du coup, a priori, les données étaient cryptées, donc déjà, c'est un peu mieux, parce qu'a priori, ils avaient quand même récupéré l'identité des clients, les numéros de téléphone, les dates d'anniversaire, les adresses électroniques et les transactions PayPal. Donc ils ont aussi les infos de transactions PayPal. Bon, en soi, normalement, les infos de transactions PayPal, bon, normalement, elles servent pas forcément à grand-chose. Enfin, je crois, parce que François, je vois pas trop l'intérêt d'aller piquer ça. Mais en plus, c'est décrypté. Bon, ça risque de sauter, hein, parce que les mecs sont quand même plutôt doués en face, en général. Mais voilà, donc voilà, même des grosses firmes comme McDo ne sont pas à l'abri de ce genre de problème. Voilà. Bref, c'était la petite info. Je crois que c'est pour ça que normalement, si vous êtes utilisateur de l'application McDonald's, pour avoir les points de fidélité, bah du coup, normalement, vous avez dû perdre votre connexion et dû resetter votre mot de passe. Moi, j'ai reçu un mail en ce sens-là, parce que effectivement, ils ont eu un gros problème. Donc, on verra bien le rapport de l'ANSSI. Normalement, en général, pour les grosses firmes comme ça, ils ont toujours un petit rapport pour détailler un peu plus ce qui s'est passé. Donc, on verra bien. Normalement, dans quelques semaines, mois, on devrait avoir un retour sur concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Bref, passons donc à l'actualité suivante. La polémique autour d'un outil de surveillance d'une majorité de toutes les activités sur Internet. Alors, un article qui m'est passé un peu en dessous, hein, donc a priori, hein, le site Motherboard a découvert plusieurs entités de l'armée américaine avaient acheté l'accès à un puissant outil de surveillance. Donc, cet outil de surveillance, c'est Augury, voilà, qui est un outil de surveillance qui est assez énorme, en tout cas annoncé en tout cas comme énorme. Et effectivement, c'est pas inintéressant parce qu'effectivement, ça met en relatif énormément de choses. Par exemple, donc en fait, c'est un outil de surveillance qui se base sur des nœuds de connexion avec des mouchards dessus. On le sait d'avance par rapport à des actualités précédentes qu'on avait traitées que les nœuds peuvent être trafiqués. Oula, j'ai eu un petit coup de lag. Donc les nœuds en fait du réseau internet peuvent être suffisamment trafiqués, par exemple avec un DDoS bien localisé, par exemple sur un nœud de passage classique. Donc si on fout le bordel sur un des nœuds, on peut faire en sorte qu'en fait le réseau, de façon automatique, se déporte sur un nœud qui étrangement est vachement disponible, mais effectivement, ce nœud vachement disponible est un nœud qui a un mouchard. Donc du coup, ça leur permet de récupérer ces données-là et de contourner en fait, de détourner en fait du contenu de façon complètement automatique et de complètement transparente parce que bah, c'est très difficile à contourner. Donc déjà, on a cette info-là. Donc effectivement, a priori, cette entreprise, hein, Augury, qui vend Augury, etc., donne accès en fait à un ensemble de données, de métadonnées, d'accès donc en temps réel en fait à pas mal d'informations de ces différents nœuds sur le réseau. Donc on est quand même sur a priori, ils disent en gros, on est sur une quantité de données qui est assez énorme, hein. Je crois que j'avais lu. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Tac, 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 tac. Où est-ce que j'ai vu ça? 100 milliards de nouveaux enregistrements chaque jour. Ça fait un gros enregistrement, hein, 100, 100 milliards de nouveaux enregistrements par jour, donc de surveillance, et qui récupère du coup pas mal de données, que ce soit donc les métadonnées, les cookies, les trucs, voilà. Donc il y a une cinquantaine d'éléments qui sont surveillés comme ça. Ils se targuent de pouvoir surveiller 90%, donc 90% du trafic Internet mondial. Ça va. Je crois que même la NSA ne se vantait pas à ce point-là. Donc 90% du trafic mondial. Donc je pense que les 10 derniers pourcents, je pense que ça doit être le trafic russe et chinois. Je pense, hein. Voilà, c'est donc.
Et effectivement, ils se targuent en fait de pouvoir rendre lisibles énormément de données qui transitent en HTTPS. Et donc, comment ils font? A priori, du coup, ils ont accès à des millions de certificats. Donc, d'où viennent ces certificats? Pour que ça puisse atteindre les 90% de trafic. Eh ben, il n'y a pas grand-chose. Il y a un leader aujourd'hui, alors c'est une supposition, mais il y a un leader aujourd'hui de certificats automatiques, gratuits, Let's Encrypt, qui est donc utilisé dans énormément de domaines, dans énormément de structures, et qui du coup, voilà, Let's Encrypt. Est-ce que Let's Encrypt serait une source de cette plateforme? Ce n'est qu'une supposition, mais ça me semble une forme de corrélation. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Je ne saurais dire. Mais quand même, cela est quand même vachement étrange. Mais bref, donc du coup, ils peuvent cartographier les choses. Le but, officiellement quand même, hein, c'est pour nous protéger. Bien sûr. C'est pour nous protéger des attaques, pouvoir bloquer le phishing avant les autres, de pouvoir tracer les VPN. Voilà. C'est parce que du coup, en fait, et du coup, c'est logique. Parce qu'en fait, un VPN, c'est bien quand ça te protège. Mais le problème d'un VPN, c'est que du coup, il utilise quand même ton ordinateur. Donc, en fait, par une multitude de faisceaux croisés, ils essayent, en fait, par différents nœuds de l'extérieur, essayer de repérer, en fait, par où ça rentre et par où ça sort. Voilà, Et c'est pas dégueulasse, ce que je viens de dire. Voilà, le but, c'est de pouvoir tracer de l'extérieur l'ensemble des communications. Donc ils arrivent via ces 90% de surveillance officielle d'après le produit. Donc ils arrivent à retracer une partie des attaques passant par un VPN. Donc du coup, à partir de là, ils peuvent commencer à filtrer les choses, etc. et essayer de remonter les attaques pour les détruire à la source. Mais, chose assez surprenante, et que ça, effectivement, c'est très surprenant. La polémique est double, parce qu'effectivement, le responsable, le CEO de cette application, hein, donc en Hongrie, donc via la société Team Sirmoru, et donc le patron de cette boîte fait partie du conseil d'administration du projet Tor. Donc, est-ce que Tor est réellement sécurisé? Bon, effectivement, on peut se permettre d'avoir quelques doutes. Voilà, il y a quand même des choses assez étranges de retrouver ce même personnage avec d'un côté des outils de surveillance sur l'ensemble des VPN, qu'il a la possibilité de surveiller un leader sans le citer de certification, et qu'en même temps, il est aussi membre du conseil d'administration du projet Tor. Et donc ce mec, enfin cette société en tout cas, se targue de pouvoir surveiller 90% de l'Internet. En sachant que à côté de ça, on a le réseau chinois d'un côté, qui est hyper surveillé et hyper fermé. Quelques États comme la Corée du Nord aussi, comme l'Iran, parce que de mémoire l'Iran aussi est quand même plutôt sévère sur son réseau, et les Russes un peu pareil. Du coup, quand même c'est étrange. Il y a des faisceaux comme ça que je trouve quand même vachement étranges. Bon, voilà, je présume pas que d'avoir la science infuse sur ce genre de sujet. Je ne fais que poser des questions, et en disant ça, j'ai l'impression d'être un complotiste de la mort, mais là, c'est même pas un complot, c'est juste que, bah, si le mec, il a les clés de décryptage pour les encrypt, effectivement, c'est vachement efficace, hein. On a vu qu'une bonne partie des sites tournent avec du Let's Encrypt, ça te donne accès à énormément de flux. Donc, effectivement, ça me semble assez logique. Mais bref,
En tout cas, voilà, est-ce que Tor est un réseau qui protège bien? Eh ben, c'est une très bonne question parce que effectivement, si le réseau Tor est aux mains de quelques entreprises privées qui sont capables de le surveiller et qu'ils vendent ses prestations aux Américains, effectivement, je pense que les Russes et les Chinois risquent de ne pas l'utiliser de suite. Voilà, je pense qu'effectivement, ils vont peut-être passer sur des réseaux différents. Ça reste que, voilà. Après, ça n'empêche pas de l'utiliser pour pirater, etc. Ça, c'est clairement, je pense que les Chinois et les Russes l'ont très bien compris. Mais de là à ce que, en fait, ils n'ont pas... Qu'effectivement, la réputation du réseau Tor d'être inviolable, je reste très relatif sur cette affirmation. Donc bref, on verra bien. Voilà, en tout cas, effectivement, ça a fait un peu scandale, mais pas trop, parce que clairement, moi, j'en ai quasiment pas entendu parler dans les actualités, on va dire, fortes. Donc, bon. Bref, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des outils quand même qui m'ont l'air quand même vachement efficaces pour tracer, clairement. Je pense qu'effectivement, on a atteint un seuil où ça me fait presque relativiser les propos du patron de Kaspersky, qui avait expliqué qu'en gros, la vie privée n'avait plus lieu d'exister parce que, bah, en fait, l'ensemble des réseaux sont tellement surveillés que il y a peut-être plus vraiment de vie privée. Donc, bon, c'est peut-être triste à dire, mais c'est peut-être vrai au vu de ce genre de solution accessible pour des États comme les Américains et qui est fort probablement utilisé aussi par des États européens. Hein, faut pas, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, peut-être qu'en fait, nous n'avons plus de vie privée depuis bien longtemps. Est-ce que c'est une surprise? Je sais pas. Mais bon, bref. Voilà, c'était la petite info, voilà, donc la petite pique sur OVH. Enfin, sur OVH. Sur Tor et sur les réseaux de sécurité. Pourquoi OVH? Non, là, c'était gratuit. Bref. Et effectivement, j'aurais tendance à dire le HTTPS, c'est qu'une partie. Oui. Ah, le truc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, normalement, le HTTPS, c'est qu'une partie. Après, toute la partie certification. Soit elle passe par des autorités de certification, et à partir de là, effectivement, ces autorités de certification, si elles sont compromises, ce qui était le cas hein, en partie, hein, il y a une partie des organismes de certification qui sont des organismes de certification internationaux, mais avec un siège aux États-Unis. Ils avaient une obligation légale de laisser un backdoor, une porte ouverte dans les clés de cryptage pour permettre en fait la NSA de décrypter l'ensemble des communications cryptées. Donc ça c'est pas nouveau, ça a été officialisé lors des fuites de Wikileaks et de Benoît Assange, etc. Voilà, il y avait des documents qui prouvaient cela. Bon, il y a quelques temps, j'avais lu un article comme quoi, en fait, les organismes de certification avaient annoncé qu'en fait, ils n'avaient plus besoin de mettre de backdoor parce qu'en fait, il n'y en avait plus besoin pour pouvoir décrypter les données. Bon, bah, c'est peut-être ça aussi. Après, clairement, on sait aujourd'hui que aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont largement dans la capacité de décrypter en fait les clés de cryptage actuelles. Donc, est-ce que en fait, dans certaines sphères technologiques, on est dans la possibilité de décrypter en fait ces données-là et que en fait pour l'officiel dans le domaine du grand public, on te transmet pas forcément l'info. Bah, ça serait pas nouveau. On sait que les Chinois travaillent à fond sur les communications quantiques. Donc, et c'est peut-être pas pour rien.
ils sont déjà expérimentés les transactions quantiques pour les transferts de données et de transactions bancaires. Donc, en soi, je serais sans parler de complot ni de manipulation internationale. Voilà, c'est pas du tout ça. Je pense quand même que, au même titre qu'il y a du secret défense, au même titre qu'il y a des services secrets, voilà, au même titre qu'il y a tout ça, que effectivement pour garder une avance technologique qui ne dévoile pas de suite qu'en fait la suprématie quantique a déjà été atteinte et que du coup ils arrivent à décrypter une partie des communications via ça, c'est pas impossible. Ah, Benoît Assange, oui, c'est Julien. Oui, bah oui, oui, peut-être, ouais. J'ai dû mélanger Benoît Assange. Attends. Ah, attends. Julien? Attends, c'est qui déjà? Ah, attends, c'était Wikileaks. Julien, oui, c'était Julien, pas... Ouais, ouais, Merci pour la correction. Donc, mais on va dire, c'est clairement, je pense pas en soi que ce soit du complot, mais clairement, même, voilà, l'armée, etc., même la recherche dans le nucléaire, il y a le CEA et sa branche équivalente côté militaire, j'aurais aucune surprise de savoir que voilà, au même titre que c'est pour moi, c'était pas à mes yeux, c'était pas une surprise que la NSA surveillait les réseaux de communication. Enfin, il y a que des journalistes hein, pour faire semblant d'être traumatisés, d'être choqués, de dire oh mon Dieu, les Américains surveillent. Oui, enfin, c'était de notoriété publique que les Américains avaient, via Microsoft, avaient laissé des backdoors dans les systèmes Microsoft pour faire en sorte de pouvoir pénétrer les ordinateurs plus facilement. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais à chaque fois, on fait comme si on découvre oh mon Dieu, les Américains sont pas tout blancs. Oh, c'est- surprise! Bon, bref. C'est. Voilà, donc. En soi, vraiment, je ne suis, je ne serais pas surpris. En tout cas, voilà. Mais du coup, quand même, 100 milliards de nouveaux enregistrements chaque jour, plus le fait d'avoir accès quand même à des millions de certificats et d'autorités de certification rattachées, du coup, c'est légèrement inquiétant quand même. C'est-à-dire que, bon, ça leur donne quand même des possibilités de surveillance qui sont assez incroyables. Donc, je commence à me poser la question de si je devrais quand même pas passer sur une autorité de certification maison. Bon, du coup, il faudrait que je fasse confiance au système à l'autorité de certification. Du coup, comme les applications, parce qu'en fait, même si je génère un certificat maison, si je passe par un logiciel qui a dans son algorithme une backdoor qui permet de générer un certificat qui, de toute manière, est pénétrable, à vrai dire, ça n'a peut-être pas grand intérêt non plus, du coup. Mais, ce qui est sûr, c'est que, a priori, il y a quelques entreprises qui ont quand même des putains d'accès à se demander comment ils font, quoi. Voilà. Bref, c'était la petite actualité un peu flippante, hein, mais bon, malheureusement, c'est à relativiser au vu de ce qui se passe ces derniers temps, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. On verra, un jour peut-être, on aura une autre fuite sur Wikileaks avec on va dire, une dénonciation d'une grande organisation de sniffage de masse du réseau Internet. Bon, voilà, on saura d'où ça vient. Bref, du coup, on va passer sur la dernière actualité hein, de ce lot. Donc, Windows 11. Donc là, on va parler un peu plus technique. Hein. J'ai gardé ça en dernier parce que je sais que c'est pas forcément le truc le plus accessible et compréhensible par les utilisateurs lambda. C'est pas une insulte, hein, voilà, mais voilà. Bref, donc Windows 11, dans sa dernière mise à jour et modification du Windows donc sous système Linux,
C'est le Windows Subsystem for Linux, qui est, à mes yeux, une vraie attaque en règle de la part de Microsoft envers le Linux version desktop, parce que du coup, effectivement, Microsoft est toujours en très fort développement de sa passerelle native Windows Linux. Donc pour ceux qui connaissent pas du coup le WSL, WSL en fait, ça a pour objectif, pour comprendre, c'est que Windows a une architecture qui est quand même pas si différente de Linux. Parce que du coup, pour expliquer, parce que normalement si vous connaissez Linux, vous connaissez qu'il y a du coup Linux qui est le kernel Linux, qui est le noyau du système. Et ce noyau peut être lié à une distribution, en fait. Donc, vous avez la distribution Debian, etc., qui est du coup basée sur le kernel Linux. Et du coup, vous avez la distribution qui gère du coup le reste du système. Et, donc, il faut savoir que en fait, Microsoft a exactement la même architecture. Il y a le Windows Core, qui est du coup l'équivalent du kernel Linux, mais pour Windows. Et en fait, Windows 11 ou 10, etc., ne sont en fait que des distributions, en fait, réellement, de l'équivalent des distributions. Et on pourrait même dire que, en fait, Xbox, les consoles Xbox, ne sont en fait que, alors, pour les dernières, je parle, parce que les anciennes elles étaient basées sur Linux, hein, de mémoire, mais pour les dernières, elles ont un core Windows, le même que pour PC, et du coup, il y a une distribution spécialement conçue pour les consoles Xbox. Mais du coup, clairement, il faut comprendre ce mécanisme-là. Donc, en fait, Windows a une architecture qui est plus ou moins, on va dire, ressemblante de très loin. Voilà. Mais effectivement, et du coup, Microsoft, en fait, pour faciliter l'intégration des solutions Linux et pour aussi rentrer sur un terrain, et un vrai problème qui est rencontré chez les développeurs, c'est d'avoir une passerelle universelle, enfin d'avoir un ordinateur qui est capable de développer du Linux, du Mac et du Windows. Mais effectivement, il y avait un vrai problème de compatibilité entre les bibliothèques utilisées pour les développements sous Linux et sous Mac, qui étaient difficiles de mettre en place sous Windows. Et là où, par exemple, Mac, qui est basé sur un système Unix, lui, par contre, était largement capable de mettre en place un environnement de développement qui était, du coup, compatible Windows, Linux, Mac. Et effectivement, là, le WSL a pour objectif, du coup, d'apporter cette couche compatibilité Linux, mais de façon native. Et comment ils font ça? En fait, Microsoft a développé, parce qu'en fait, juste l'interaction entre le kernel et le système, il faut savoir une dernière étape, c'est qu'en fait, il y a un header de communication entre les deux. Et en fait, pourquoi? Parce que potentiellement, on peut changer de kernel. Si on veut un kernel plus ancien ou plus récent, ou modifier le kernel, dire qu'en fait je veux rajouter des fonctionnalités, machin, etc., bah du coup, on peut installer un nouveau kernel et switcher de kernel sous Linux. Et du coup, c'est le header qui va faire interface entre le kernel et le reste du système. Et bah du coup, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bah en fait, ils ont développé un header qui du coup interagit avec le kernel. Enfin, qui interagit avec le Windows Core. Voilà. Et du coup, ce header est fait pour être compatible avec les applications Linux. Du coup, les applications Linux ont l'impression de communiquer avec le header du kernel Linux. Et en fait, bah non, c'est un fake. En fait, derrière, c'est le Windows Core qui répond. Donc on n'est pas dans de la virtualisation, on est quasiment sur du natif. Je dirais même que c'est du natif. À peu de choses près. Donc du coup, effectivement, c'est puissant, efficace, et en plus, bah, du coup, Microsoft, comme il est en plein développement et en fort développement dessus, bah, ils intègrent énormément de fonctionnalités au fur et à mesure, qui fait qu'aujourd'hui, on peut quasiment exécuter des serveurs Linux complets sous Windows, ce qui est quand même assez incroyable de base. Voilà. Donc, et donc du coup, effectivement, un des problèmes qui était rencontré, c'est que on pouvait pas forcément gérer des services à proprement dit, c'est-à-dire qu'on pouvait lancer des applications
serveurs, mais on n'avait pas vraiment la gestion des services. Et donc là, c'est ça qui change, c'est le fait qu'on a maintenant systemd, qui est en fait un gestionnaire de services et d'exécution des programmes sous Linux, enfin sous certaines distributions, comme Debian, etc., qui utilisent déjà systemd. Et du coup, systemd va être intégré, du coup, sera compatible avec le WSL donc de Microsoft. Ce qui ouvre la possibilité du coup de gérer des services Linux en automatique sous Windows. Ce qui est une très très bonne chose et surtout qui donne la possibilité de... ça donne la possibilité de mettre en service, de pouvoir passer en mode service des Linux, enfin le Linux WSL, et donc de pouvoir lancer par exemple un Apache, un MySQL, etc. en automatique via systemd. Ce qui est une vraie évolution pour les utilisateurs de WSL, que je suis un peu près parce qu'en fait effectivement j'utilise un peu ce système-là parce que bah, ça a les avantages d'avoir une Debian facile d'accès, directement intégrée à Windows sans devoir switcher d'OS. C'est quand même vachement pratique. Et effectivement là le fait d'intégrer ça, il manque plus que la gestion du son, parce que effectivement Microsoft a quand même fait le WSLG, qui est du coup le Windows Subsystem Linux graphique. Donc c'est un complément du WSL qu'ils ont développé. Et effectivement, il manque plus que le son. Et je pense qu'on aura fait le tour des fonctionnalités pour faire l'équivalent d'un Linux desktop. Voilà. Il faudrait qu'il gère le son aussi. Ça serait nickel. Mais voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est clairement Microsoft est vraiment sur la machine de guerre Microsoft contre Linux, c'est vraiment en marche. Sachant qu'en plus, du coup, il y a le Windows Subsystem for Linux. Mais sachant que Android est quand même sur une base de kernel Linux, effectivement, Microsoft est aussi en cours de développement sur un Windows Subsystem for Android, et qu'actuellement, sur la dernière version de Windows 11, a priori, on peut installer le subsystème Android et installer du coup le Play Store, enfin l'équivalent, je sais plus comment il s'appelle, celui d'Amazon. C'est l'Amazon Store, enfin je sais plus trop comment ils l'ont appelé, mais bref, du coup on peut accéder aux applications du store de Amazon directement dans Windows 11. Ce qui, du coup, permettrait de faciliter grandement aussi les développements d'applications Android, en plus de Linux et Mac potentiellement. Mais du coup, effectivement, on pourrait aussi commencer à avoir du natif Android sous Windows. Ce qui serait encore plus incroyable dans le principe, je trouve. Donc, non, vraiment, là, Microsoft est en train de vraiment de créer, de pallier en fait à un des défauts qu'il avait de son système, qui était un avantage et à la fois un inconvénient. C'est qu'effectivement, Windows, étant un leader sur le marché, avait quand même plutôt écrasé le marché, et donc la compatibilité matérielle était majoritairement Windows, et que c'était sa force. Mais sa faiblesse, c'était qu'effectivement, même si on pouvait installer plein de bibliothèques, machin, etc., bah, ça restait quand même un écosystème pur Microsoft. Et qu'effectivement, il n'était pas très ouvert aux architectures différentes comme Linux ou comme Unix pour Mac. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est de moins en moins le cas. Et que si en plus on commence à avoir aussi la partie mobile qui est accessible, là, quand même, Microsoft revient quand même en force sur le marché de l'OS, on va dire, de prédilection pour les développements, que ce soit mobile ou sur ordinateur au sens large, que ce soit Mac ou PC, quoi. Donc voilà. Clairement, la machine avance. Voilà, la machine de guerre petit à petit se met en place. Donc clairement, je pense que Linux a de quoi se faire, a de quoi avoir peur, parce que clairement, Microsoft n'y va pas de main morte pour essayer de d'écraser le marché desktop Linux, quoi. Même si il faut avouer que côté serveur, bon, pour l'instant, les serveurs Linux dominent très largement.
Voilà, voilà. Bah, c'était ma petite aparté. Voilà. Ils essayent de faire comme Fuchsia. Fuchsia, Fuchsia, Fuchsia. Je ne connais pas. Je connais pas Fuchsia. Alors, donc, Fuchsia. Euh... Ah, d'accord. Ah, c'est Fuchsia comme ça. Ok. Open source moderne, machin, etc. Et c'est géré par Google, ça? D'accord, donc il y a un SDK, machin, etc. Ouais, peut-être. J'avoue que je connais pas ça, je connaissais pas du tout la Fuchsia, donc je ne saurais dire. Je ne saurais dire ce que c'est. Enfin, quel est le but de la solution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a une, il faut, enfin, clairement, Microsoft est vraiment sur une course vers Linux pour essayer de grappiller en fait le marché. Alors, c'est censé tourner sur tous les supports. Oui, ouais, bon, ça reste théorique, hein, je pense, parce que là, au vu de ce que j'ai vu, ça m'a pas l'air totalement au point, pour être honnête. Ça a l'air encore à ses débuts. Des applis Windows que des applis Mac? D'accord. Bon, pourquoi pas après, hein, mais clairement, là, Microsoft est en train de prendre de l'avance sur ce secteur-là. Parce que, bah, effectivement, je pense il y avait une fuite d'une partie des développeurs qui partaient chez Apple pour ces contraintes-là. Là, effectivement, petit à petit, en entreprise, il n'y a pas... Enfin, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, un technicien qui a besoin de travailler sous Windows et sous Linux, clairement, il trouve son bonheur dans le WSL, hein. Clairement, moi, je sais que c'est ce que j'ai de mon côté. Donc, autant je peux avoir le PowerShell qui est là, et en même temps, je peux avoir mon petit Debian installé. Donc là, hop, il est en train de lancer le système, et voilà, hein. Donc là, je suis directement sur la machine, je fais des apt. Alors, il faut mettre un petit sudo apt update. Voilà, je suis sur une Debian, tout ce qu'il y a de plus. Alors, est-ce que c'est bon? Non. Alors, encore trompé. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, comme tu vois, c'est du Debian Bullseye Update. On est vraiment sur du pur Debian comme il faut, quoi. Hop, c'est full update. Bon, il n'y a pas grand-chose à mettre à jour. Mais voilà. Donc du coup, clairement, ça, c'est une vraie force, hein. Donc du coup, moi, je suis quand même tenté, tiens. Je vais faire ce qu'ils ont dit, là. Parce que moi, ça m'intéresse quand même de passer en mode boot etc wsl.conf de la distribution. D'accord. Bon, normalement, je suis à jour hein, quand même. Tac, tac, tac. Normalement, recherche de mise à jour. La version plus récente est déjà installée. Donc normalement, hop, on profite. Tac, 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 tac. WSLG, je suis en 1. Noyau du kernel 1.15. Tac, etc. Ok, donc là on est bon. Donc là normalement, si je vais ici, hop, ils disent d'aller modifier ça. Et donc là, il faut le faire de ce côté-là. Nano. Ah, il est pas inscriptible. Oh, tiens, c'est bizarre. Ah oui, mais il faut mettre sudo. Hop. Ce qui est un peu bizarre, pour activer les instructions WSL, au choix, vous devez modifier le fichier de configuration /etc wsl.conf, vous allez et ajouter ceci. Bon, on va ajouter ceci. Hop. Et voilà. D'accord.
Et ok, ensuite... Ok. Et après, est-ce qu'on peut faire un restart comme ça? J'ai un peu peur que ça redémarre l'ordi. Ah bah c'est vrai que je suis con, j'ai oublié de vous montrer la commande. Voilà, j'ai oublié de mettre la fenêtre du bon côté. Bref, donc du coup là j'ai fait la commande, j'ai mis à jour, j'ai changé le WSL, voilà, j'avais fait ma commande avant là, hop, update c'est à jour, WSL version, donc là il me dit qu'en gros je suis à jour. Donc du coup j'ai tenté là, j'ai changé la modif, mais du coup j'ai peur qu'un restart soit trop restarté. Je vais essayer d'éviter de perdre le live parce que j'ai fait un restart non contrôlé. Mais du coup, je vais peut-être regarder WSL, restart, only, only Debian, tiens, hop. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, ils me disent, tac, 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 sudo, enable the shutdown system. Ah, ok, d'accord. Donc, normalement, on peut faire ça. Alors, du coup, là, normalement, ça devrait shutdown, hop. Ah, processus terminé, donc c'est ça. Ça a coupé le... Hop, bah, je me remets là. Donc là, j'ai fait le shutdown. On a vu directement... Enfin, moi, j'ai vu directement que le code terminé, donc la session, là, elle est capoute. Donc là, normalement, si je relance... Normalement, il devrait le relancer. Et on va voir ce qu'il fait. Donc normalement, apt update, ça n'aura pas dû bouger. Bah, quoique, je vais faire système... Alors, status... qu'est-ce que j'ai? Yes. Alors, run level, etc. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs de lancer, hein, par contre. Donc, swap target. Donc, ça a l'air d'avoir tous les sous-systèmes. Après, j'ai pas grand-chose comme service de... D'accord. Système init. Bon, a priori, il s'est lancé, hein. Voilà. Alors, est-ce que si je mets open... Ouais, il n'y a pas SSH installé. Bah, limite, on peut tester, hein. apt install. Je me fais un petit Apache, Apache 2. Oui, le sudo. Alors du coup, je lui dis qu'en gros, là, il va m'installer Apache, hein, qui est un serveur web. Hop, voilà. Normalement, voilà, il m'a ajouté les targets, etc. Donc là, normalement, si je fais, hop, statut Apache, Apache 2, service, statut. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? System as not been boot. Can't operate. Fail to connect bus. Host is down. D'accord, donc là il me dit en gros que bah, système D n'est pas OP quoi en fait, hein. Donc a priori, la commande n'a pas marché. D'accord, bon on va essayer quand même. On va essayer alors. Donc du coup il me dit en gros il faut qu'il... alors je sais plus comment elle s'appelle, mais... On va l'appeler... hein. Hop, l'opération a réussi. Donc là, ouais il me l'a killé encore une fois. Et ensuite il dit qu'en gros il faut faire pareil mais avec -d. Voilà. Du coup, alors...
Alors, du coup, normalement, tiens, je devrais avoir mon petit retour. Donc, système, hop. Ah non, il n'y arrive pas, hein. Bon, on verra bien. Bref, ça, c'est les tests de solutions old version PowerShell. Stop Alex. Ah, bah, j'ai peut-être oublié une étape, en fait. Ah non, ça, c'est pour redémarrer, je suis con. Alors, du coup, là, ici, il dit quoi, lui? Hop, 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 des... Ah non, c'est ça. Non, il était là, ouais. C'était ici, en fait. Bon, bah, a priori, ils disent que c'est censé marcher. Ça marche pas. Bon, bah, on verra bien, hein. Du coup, ça... Bon, a priori, c'est peut-être pas la bonne version, en fait, de ce qu'ils disent. S'ils disent qu'il faut la version 0.0.67. Et moi, je suis à la 0.66. Donc, j'ai pas la preview qui est installée. Ouais, je me disais bien qu'il y a un truc qui allait pas. Donc, en fait, j'ai pas encore la version qui gère le... Ouais, je l'ai pas encore. Donc, c'est pour ça que ça marche pas. Bah voilà, bref, c'était la petite phase technique pour s'endormir. Donc voilà, bref, là il est 23h47, je pense que ça va être pas mal d'aller se coucher. Donc du coup, eh ben, moi je vous dis à bientôt, si vous n'avez pas de questions particulières. Et puis voilà, voilà, en tout cas ça... Moi ça m'a fait du bien là, de refaire le petit review d'actualité, là ça faisait quelques temps. Hop, on va repasser en mode facecam. Toup, voilà, voilà. Alors demain soir, réunion Minecraft. Demain soir, non, c'est mercredi, sauf erreur de ma part. Mercredi soir, parce que demain soir, je serai pas très dispo. Mais on avait prévu mercredi, sauf... enfin, en général, le rendez-vous, c'était le mercredi. Donc ouais, on va pas... Mais on a dit qu'on n'officialisait pas encore, donc du coup, chut, 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 on parle pas. C'est un projet top secret. Donc du coup, voilà. Demander de décaler si possible. Mais bon. On peut en parler sur le channel adapté. Là pour l'instant c'est top secret, on peut pas. Ouais, on a dit qu'on n'en communiquait pas officiellement. Ah, pas communiqué officiellement. Mais bon, il y a un projet, effectivement, voilà. C'est un projet top secret qui commence par mine et qui finit par craft. Donc on verra bien. Là, de toute façon, il y a. Je sais pas quoi, on est combien là? Alors attends, hop, voilà. Nous sommes un. Donc a priori, le secret risque d'être gardé pendant quelques temps. Voilà, donc je suis pas trop inquiet. Bref, du coup, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Et du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live technique, fort probablement. Il y aura peut-être deux trois trucs à installer d'ici là. J'ai deux trois projets semi-secrets qui devraient se faire à ce moment-là. Donc on verra bien. Bref, sur ce, bah, je vous dis bonne nuit et à bientôt, conquérantes et conquérants. Allez, ciao!